matin, à Marseille, âgé de 19 ans, il était dans un appartement localisé grâce à la surveillance de son téléphone. Les détails avec Laszlo Gelabert, Georges Brenier et Linda Huret. Il était l'un des fugitifs les plus recherchés de France. Yannick D, 19 ans, visible sur ces vidéos qu'il tournait lui-même en détention. 6 heures ce matin, il est arrêté dans un appartement de la Cité des Rosiers, au nord de Marseille. Un quartier gangréné par le trafic de drogue. Difficile pour notre équipe de recueillir des témoignages sur place. Une interpellation comme celle-ci, menée par la BRI et la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Selon nos informations, les enquêteurs retrouvent sa trace il y a 4 jours grâce à son téléphone. La nuit dernière, le fugitif rallume son portable et est repéré par les autorités. Activement recherché, Yannick D faisait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle. Pour les agents pénitentiaires de la prison d'où il s'était évadé, il y a très peu de possibilités pour qu'il revienne dans cet établissement, au vu des éléments passés. À l'issue de sa prise en charge par le service de police, il va se flécher vers une autre structure. La fin de 21 jours de cavale après une rocambolesque évasion de la prison de Dijon. Le 27 novembre dernier, lui et un autre détenu de 32 ans scient les barreaux de leur cellule avec une lame en métal. À l'aide de draps, ils franchissent un mur recouvert de barbelés, se cachent vraisemblablement dans un buisson et attendent l'ouverture de la porte principale pour se faire la belle. Yannick D était incarcéré depuis octobre 2024 dans cette maison d'arrêt vétuste, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Un profil dangereux selon le procureur rencontré il y a 2 semaines. Sans repère, en errance, sortant de détention, ayant déjà un petit peu tanné le cuir avec un certain nombre de faits de nature crapuleuse. Donc c'est quelqu'un qui présente le profil qui accepte facilement pour quelques milliers d'euros d'exécuter un contrat criminel. Le jeune homme de 19 ans risque toujours la prison à perpétuité pour sa tentative d'assassinat. L'autre évadé de 32 ans, lui, avait été rapidement retrouvé à 70 km de Dijon, dans ce village de la petite commune de B, où il vivait tranquillement un café. Et un autre jeune homme a aussi été interpellé, cette fois dans l'affaire très sensible du piratage des serveurs du ministère de l'Intérieur, dont on vous parlait hier. Âgé de 22 ans, il vivait chez ses parents à Saint-Sulpice-Lorgueur, 800 habitants, près de Limoges. Du service de justice, il avait déjà été condamné cette année pour des faits similaires. Ce jeudi, la semaine agricole déborde à Bruxelles. Des affrontements ont déjà éclaté avec les forces de l'ordre. Des milliers d'agriculteurs sont venus de toute l'Europe, dont de nombreux Français avec leurs tracteurs. Ils refusent l'accord de libre-échange avec le Mercosur que l'Europe est sur le point de signer. François Sigula avec sur place Zakajini et Léonard Bayrou. Des 2 pommes de terre contre gaz lacrymogène et camions à eau, à seulement quelques mètres du Parlement européen. Là, on se décide des contours d'un accord dont ces agriculteurs ne veulent pas. Leur crainte, que l'Union européenne ouvre grand ses portes à des produits agricoles sud-américains à très bas. Nos productions françaises et européennes ne sont pas le poids face aux importations. Notre journaliste sur place le constatait il y a quelques minutes, il n'y a pas que des agriculteurs français. Ils viennent de toute l'Europe, de Suède, d'Espagne, d'Italie, du Portugal et de France, bien sûr, pour exprimer leur colère, mettre la pression avec ces dizaines de tracteurs au final. Et pour cela, ils se sont levés très tôt. 6 heures ce matin, un convoi part de Bézieux dans le nord, direction la Belgique. Aujourd'hui, on y va avec pas mal de détermination à Bruxelles et on veut être entendu surtout par les dirigeants européens qui, aujourd'hui, apparemment, nous écoutent plus du tout. Concrètement, que changerait l'accord du Mercosur? D'un côté, cela faciliterait nos exportations de voitures, de vin ou encore de fromage. De l'autre, cela accélérerait nos importations de produits sud-américains comme le sucre, le soja ou encore la viande. Mais attention, pour Bruxelles, aucune chance que notre marché soit submergé. Il y aura des quotas. 99 000 tonnes maximum pour le bœuf, 180 000 pour le poulet. Cela représente seulement 1,6 et 1,3% de notre production dans le pays. Pour le moment, le texte est toujours en discussion. Et Emmanuel Macron exige encore des garanties supplémentaires. N'oubliez pas, nous sommes intéressés et nous demandons que le travail continue pour que les choses soient faites sérieusement, pour que notre agriculture soit respectée, pour que la sécurité alimentaire de nos compatriotes partout en Europe soit respectée. Même discours de l'Italie, de la Belgique ou encore de la Pologne aux côtés de la France dans les négociations. Malgré la contestation
Pays-Bas sont arrivés à Rennes ce matin. 36 heures de voyage au total pour les acheminer jusqu'à Toulouse. Opération suivie par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Sur les routes, les blocages se poursuivent. Il y en a 80 selon le dernier décompte du ministère de l'Intérieur hier soir, 2 fois plus que lundi. Sur ces images, l'occupation d'un rond-point à Saint-Jean-Plat-de-Corps dans les Pyrénées-Orientales. Dans l'actualité également, nos assurances bientôt plus chères à cause d'une nouvelle surprime, jusque-là plutôt passée inaperçue dans le projet de budget pour 2026, toujours en débat. L'idée serait de rendre obligatoire la couverture du risque émeute dans les contrats auto et habitation. Alors de quoi s'agit-il exactement? Qui serait concerné et pour combien d'euros en plus sur la facture? Toutes les réponses avec Manon Austin-Changeon et Simon Arnaud. Plusieurs véhicules carbonisés, des rues inutilisables, des devantures taguées. Les dernières émeutes connues par la France il y a 2 ans ont coûté au total 1 milliard d'euros. Et si une nouvelle ligne apparaissait sur vos contrats d'assurance voiture et habitation pour rembourser les dégâts, nous sommes allés vous poser la question. Je regarde jamais mon contrat d'assurance, moi je paye, c'est tout. À la fois il faut bien que les gens se fassent rembourser, mais il faudrait d'abord faire payer les émeutiers, et ça on le fait jamais. La solidarité est indispensable, mais on la demande partout. Avez-vous déjà regardé en détail vos contrats d'assurance et remarqué ces petites lignes qui coûtent cher? Sur une assurance habitation à 350 € par an, risque de catastrophe naturelle, 70 €. Fonds de garantie des victimes de terrorisme, 6,50 € chaque année. Et peut-être bientôt, si le budget est adopté, une surprime émeute qui pourrait s'élever, selon nos informations, à 2% de la facture, soit 7 € ici. Lorsqu'il y aura des dégâts qui sont liés à des manifestations, des émeutes, des mouvements populaires, on viendra puiser dans ce fonds financier créé spécialement pour ça, pour indemniser les victimes. Tout a brûlé, ici il y avait... Et pourquoi ce nouveau pot commun d'indemnisation? Selon Bercy, il s'agit avant tout d'aider certaines communes qui ont du mal à trouver des assureurs après des dégâts liés aux émeutes. Ici, à Villeneuve-le-Roi, le maire avait dû débourser plusieurs millions d'euros pour assurer sa ville, comme il nous le racontait il y a quelques mois. Ici, il y en a pour 2 ans de travaux minimum. Quel prix? Le prix c'est entre 2,5 millions et 5 millions. Si cette surprime voit le jour, chaque assuré devra payer, qu'il y ait eu ou pas des émeutes dans sa commune. Ce nouveau rebondissement sur le chantier le plus contesté du moment, l'A69 entre Castres et Toulouse. Ce matin, la justice a requis la suspension des travaux sur un périmètre non autorisé. 46 sites en fait identifiés par les opposants et qui débordent du tracé. Une audience est prévue demain. À ce stade, selon le gestionnaire du chantier, 95% des ouvrages d'art et 82% des terrassements sont déjà réalisés. Regardez maintenant ces cavaliers dans un très beau décor. Ils ne font pas de tourisme, non, c'est la garde républicaine. Rien que ça, qui patrouille en ce moment pour éviter les vols dans les parcs à vitres. Une surveillance pas banale à l'approche des fêtes, car le cheval rend des services bien particuliers dans la Manche. Aurore Coulon et Léon Lemaitre. À Marseille, les poches d'huîtres sont facilement accessibles et très bien dans les parcs avant les fêtes. Alors pendant 4 semaines, ces gendarmes de la garde républicaine patrouillent. Ta gueule, connard! Éloignent les plus curieux. On est haut, donc on voit très loin, et on est également visiblement. Donc il y a un phénomène de dissuasion assez important, et ce qui nous permet d'accéder à des endroits compliqués, notamment dans l'eau, dans les rochers et au plus près des parcs. Un dispositif rassurant pour ce professionnel qui réalise 40% de son chiffre d'affaires à cette période. Nous, on travaille avec des huîtres naturelles, donc en fait c'est 4 ans, 4 ans et demi de travail. Donc quand on arrive à la période des ventes et que ce produit disparaît, c'est vraiment gênant pour nous. Avant d'être vendus, les fruits de mer sont stockés dans des bâtiments comme celui-ci. 200 tonnes d'huîtres y transitent avant Noël, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce responsable n'a pas attendu un vol pour sécuriser son entreprise. Donc on a décidé de rajouter un nouveau portail pour pouvoir fermer et sécuriser tous les accès du site. Aux plusieurs qui interviennent pour les poids lourds. Tout est bien plus compliqué que pour nos petites voitures, plus chères aussi, et avec davantage de prise de risque.
Henry, 40 ans de métier. On est à 6 interventions poids lourds depuis ce matin. Un chiffre important, car le travail est très physique. Pour simplement remorquer ce camion en paille, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Il faut se faufiler un peu partout dans l'atelier. Quand il pleut, c'est moins agréable, alors on en profite. Sur de telles machines, tout est mesuré. Et démonter un arbre de transmission tout seul, en moins de 3 minutes, demande une sacrée expérience. C'est ce qui est entre la boîte à vitesse et le pompe. Si on n'enlève pas cette pièce-là, on casse la boîte à vitesse. Voilà. Donc on peut faire de la mécanique même sur le terrain. Même sur le terrain. Cette intervention est facturée entre 800 et 1000 euros aux assurances. Mais en cas de gros accident, un camion couché par exemple, les prix peuvent s'envoler jusqu'à 20 000 euros. Disons voir qu'il faut faire vite pour pouvoir libérer le rond-point rapidement, tout en gardant un œil sur la route. Règle numéro 1 de sécurité. Toujours faire attention à ce qui arrive, même si ça roule pas vite dans ce cas-là. La marlette, c'est un objet de comédie, un instrument de comédie. C'est fait pour raconter des choses. Donc il faut que la marlette puisse raconter des choses. Donc de temps en temps, il faut que je fasse de l'entretien. Messi est marionnettiste depuis 13 ans. Il répare ou fabrique des marionnettes, comme ce personnage que lui a commandé une jeune ventriloque. Ça va faire une cuisse d'une licorne. Donc là, on a la tête, qui n'est pas terminée. Donc là, qui est presque entièrement recouverte. Et vous voyez, derrière, on a un petit système pour faire bouger les yeux. On peut les fermer, on peut les ouvrir. Elle devra parler, bouger. Il est un peu le Gepetto du temps moderne. On prend un peu de travail, mais on commence à avoir le personnage apparaître. Donc c'est la partie rigolote, ça. Ça, les marlettes m'ont accompagné tout au long de ma vie, en fait. Et puis les Muppets, beaucoup de Jim Henson, qui continuent d'exister toujours aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça m'a jamais quitté. Bah, bonjour TF1, le journal il est vraiment très bien. Hop. Une passion peuplée de marionnettes de spectacle Oui, Isabelle Carr, bonjour madame. et de stars de télévision, des hommes politiques, des acteurs américains, toujours caricaturés. Bah, c'était Sylvester Stallone, donc on l'appelait le commandant Sylvestre. Donc c'est pour ça qu'il est en rang militaire avec le fromage, parce qu'on était des fromages qui puent, nous. Ces marionnettes originales lui sont confiées par leur créateur, Alain Duverne. Il a transmis à Mehdi son savoir-faire et les secrets d'une émission qui a marqué l'histoire de la télévision. Oh, ben moi je suis content. C'est l'étoile rouge là qui a gagné. Lancé en 1982, Écoutez, je n'ai pas pour habitude. le Bébête Show parodie pendant 13 ans la classe politique. Trouvez le camp, retour, charognard incroyable. Je te préviens, hein, j'ai été sélectionné pour un second septennat et j'ai bien l'intention de jouer les prolongations. Désormais, c'est en région parisienne que Pierre Mitterrand et ses confrères passent leur retraite dans un lieu inattendu. On va à la contemporaine, à Nanterre, et c'est ici que sont stockées les premières marionnettes du Bébête Show. À la fois musée et bibliothèque, la contemporaine conserve une vingtaine de marionnettes du Bébête Show. Certaines ont plus de 40 ans. Ce sont des marionnettes qui sont des marionnettes originales, donc pour les conserver, on les touche uniquement avec des gants. Il y a la tête et le corps. Donc on va les assembler et les mettre sur un trépied. En quelques minutes, on retrouve devant nous la grenouille présidentielle. Jeunet, c'est Mitterrand, la bouche de la grenouille, très grande. Ah, c'était vraiment la vedette du Bébête Show, et même Alain Duverne, qui l'a créé, il avait surnom des dieux, pour lui, c'est important dans l'émission. Il est content, et on dirait qu'il n'est pas le seul. Ces marionnettes racontent notre histoire, mais elles n'étaient pas conçues pour durer. Vous voyez ici le bout du nez. En fait, on voit que la mousse de surface a disparu. Donc aujourd'hui, on ne peut plus les manipuler comme on a pu le faire à l'époque. Et nous sommes confrontés au défi de la conservation à long terme. Pour les conserver, il faut les étudier, les scanner, les imprimer en 3D. Dans son atelier à Tours, Mehdi consacre du temps à ce travail de recherche. Des outils numériques contribuent à sauver ces marionnettes. C'est important de conserver, de faire des traces de tout ça, d'utiliser les archives aussi des créateurs pendant qu'ils sont encore vivants. Et à terme, ce qui serait chouette, c'est de faire un vrai musée de la marionnette de télévision. Un musée pour ces personnages de divertissement, éléments précieux du patrimoine populaire. Oserez-vous maintenant monter dans ce train parmi les plus vertigineux que l'on peut trouver dans nos régions? Il passe par 76 ponts et viaducs. Les voyageurs ont parfois l'impression de voler. Et bien pour que cela continue, les travaux. C'est bon, on est arrivé.
mais sans aller juste à la fin. Donc là, ouais, tu peux faire un tout petit peu plus serré. Ah oui, plus serré. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de la cuisson, ça sera homogène. Ah d'accord. On passe à la cuisson, tout à fait. Alors, petite particularité, on part en froid. On n'allume pas le feu encore. Donc, une fois salé, poivré, on peut allumer à feu fort. 7 bonnes minutes de chaque côté, exactement. Alors, ce qu'on peut faire, regardez un petit peu la cuisson, tu vas voir un petit peu. Hop là. Voilà, ça commence à dorer. Salut Julien. Le chef qui m'a appris à recette, vous nous apportez les fleurs. Les fleurs, évidemment. Ils vont manquer, fraîchement cueillis. Ah oui. Ça sent du bois, ça. Faut pas fumer. Fais les cuisiner. On utilise la glace, du canard, d'accord. Exactement. Fraîchement cueilli. On va faire monter les sangles. Oui, exactement. Ça va bon, hein. C'est une première minute, ça. On va avoir la bonne cuisson. C'est un peu à vue d'œil, hein. Ouais. On dirait chez nous, à Vista de la. Donc là, on va mettre une bonne cuillère de crème. On arrive au moment crucial de la recette. Là, c'est là qu'il va pas falloir se manquer. Exactement, tout à fait. On va utiliser l'armagnac. Et qu'est-ce que ça va apporter à notre magret? Côté un petit peu caramélisé. On en met une bonne du chef. Ok. Allez, allez. Faut quand même faire attention sur la quantité d'alcool versé. Oui. On reste dehors. Hein. Ça, c'est la cuisson parfaite. Le placer d'un seul tenant. Exactement. Magnifique. Hop là. C'est un joyeux Noël qui s'annonce. Bravo Pauline. Merci beaucoup et bravo à toi aussi. Et pour compléter le podium, nous avons en troisième position l'escalope de foie gras poêlé au raisin pour la Nouvelle-Aquitaine. En deuxième, l'aumônière à l'andouille et au camembert de Normandie. Immense bravo. Train spécial en direction du pays Chatsla. La tension est maximale à Bruxelles où se joue une partie du destin de l'Ukraine. L'Union européenne cherche un moyen de transférer des dizaines de milliards de francs de la Banque de Russie vers l'Ukraine. Les négociations se poursuivent en ce moment. Nous retrouvons Isabelle Horry à Bruxelles. Dans ce journal, nous découvrirons l'histoire d'une stèle maudite. Il est écrit qu'elle dessèche la semence de celui qui s'en empare. En l'occurrence, les fonctionnaires de l'Office fédéral de la culture s'emploient à la ramener sur le sol syrien où elle a été pillée il y a un quart de siècle. En cette période de Noël, nous allons lever les yeux vers ces 100 000 milliards d'étoiles qui nous entourent. Et encore, c'est une estimation à la louche, nous dit l'astrophysicienne Sylvia Ekström. Elle sort un livre passionnant sur ce qu'elle appelle nos moments cosmiques. Marco Odermatt renforce sa place au Panthéon. Odermatt. Le Nidwaldien a remporté sa 50e victoire en Coupe du Monde, un exploit que seuls 5 skieurs ont accompli jusqu'ici. Marco Odermatt égale le score de l'Italien Alberto Tomba en remportant la descente de Val Gardena devant le Bernois Franjo von Almen, un doublé suisse que nous raconte Fabrice Jamy. Deux hommes heureux dans les Dolomites, Odermatt et von Almen signent un magnifique doublé, mais ils ont dû se montrer patients, la faute à la météo capricieuse en fin de matinée à Val Gardena. Course retardée, départ abaissé, Marco Odermatt écoute attentivement les derniers conseils de ses entraîneurs. Vainqueur sur cette piste de la Sasse longue il y a un an, le Nidwaldien visait aujourd'hui une 50e victoire en Coupe du Monde. Objectif atteint pour Marco Odermatt qui a notamment fait la différence dans la partie technique du Triathlon. Un nouvel exploit pour le Suisse 6 ans après avoir fêté son premier succès à Beaver Creek dans le Colorado. C'est incroyable tout ce qui a déjà fonctionné cette saison. Je crois que c'est ma 5e victoire en 7 ou 8 courses. C'est vraiment génial. Avec cette 50e victoire, Marco Odermatt égale une autre légende du ski, l'Italien Alberto Tomba. Ingemar Stenmark peut encore dormir sur ses deux oreilles. Le Suédois s'est imposé à 8 ans 6 reprises en Coupe du Monde. Loin de ces chiffres qui donnent le tournis, Franjo von Almen a lui aussi brillé sur la neige transalpine. Au repos depuis sa chute au Super G de Beaver Creek il y a 2 semaines, le Bernois a livré une grosse performance dans cette... À Bruxelles, toujours pas d'accord, c'est très tendu, l'enjeu est majeur. Oui, cet enjeu, on pourrait le résumer comme ça. Hein. Il s'agit pour l'Ukraine de prouver qu'elle peut continuer à faire la guerre pendant les 2 ans qui viennent sans problème de financement. Au vu des tractations qui sont en cours en ce moment avec
avec Washington et Moscou. Si rien n'est fait, la branche est en sursis. Il y aura des abondants. Là, c'est même plus au stade de la crainte. On sait que ça va être des abondants. Pour le canton du Valais, on parle de 4 à 500 hectares. Les prévisions les plus pessimistes parlent de 1000 hectares à l'horizon de l'automne 2026. Et puis, si on continue comme ça, on y sera. La génération des viticulteurs qui approchent de la retraite, ils vont arrêter. Ils vont plus travailler de civil. Et de toute façon, il n'y a pas de relève chez les jeunes. Qui a envie de faire un métier où finalement, vous n'allez pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille? Personne. La situation dans le Bénin est extrêmement mauvaise. Ça le fait mieux. Les viticulteurs en appellent donc à une prise de conscience politique et à l'élaboration rapide de mesures de soutien. Le canton de Fribourg appelle les chambres fédérales à inscrire le féminicide dans le code pénal. Le Grand Conseil fribourgeois a accepté une motion qui demande au Conseil d'État de faire usage de son droit d'initiative en matière fédérale. La majorité du Parlement fribourgeois estime que la loi suisse est insuffisante pour prévenir et punir les féminicides. La Confédération annonce aujourd'hui que le déploiement du logiciel Microsoft 365 est terminé. Au total, 54 000 postes de travail ont ainsi été équipés. La Confédération qui poursuit ses études de faisabilité aussi pour installer des logiciels open source afin d'éviter la dépendance envers le géant américain. Il faut dire que partout en Suisse, les cantons dépensent des millions de francs pour ces licences Microsoft. C'est l'enquête de Loïc Delacour et Robin Guessin. C'est un petit geste qui peut coûter très cher. Chaque jour, des milliers de fonctionnaires en Suisse utilisent des outils Microsoft comme Word, Excel ou Outlook. Mi-octobre, on apprenait que le canton de Berne prolongeait son contrat avec le géant américain à hauteur de 27 millions de francs pour 3 ans. Nous avons demandé les coûts annuels de ces licences pour les cantons romans. Plusieurs ont refusé de nous donner ces chiffres, comme Fribourg. Nous ne divulguons pas les clauses commerciales des contrats, notamment les coûts, en raison de la confidentialité contractuelle. Alors, nous avons cherché ces informations sur la plateforme des marchés publics. En octobre 2023, Fribourg a ainsi dépensé près de 8 millions de francs pour le renouvellement de ses licences Microsoft. Selon nos estimations, le coût total des licences pour l'ensemble des cantons romans atteint plus de 20 millions de francs par an, et cela sans prendre en compte les hôpitaux, les polices ou encore les écoles. Le PLR vaudois Michael Pissa a déposé un postulat fin novembre pour plus de souveraineté numérique. Le canton vient justement de lancer un appel d'offres pour prolonger de 3 ans ses licences Microsoft. Ça fait comme des coûts qui sont très grands, puis évidemment, vu qu'on a pas mal de problèmes financiers, spécialement dans le canton de Vaud, mais je pense dans tous les cantons suisses, on doit essayer de raboter comme un peu partout, et là c'est peut-être un domaine où on devrait un peu plus s'y attaquer que dans d'autres domaines qui sont plus exposés et puis peut-être aussi plus polémiques. Ce professeur bernois dénonce lui aussi cette extrême dépendance à Microsoft. Selon lui, la situation géopolitique va pousser les administrations à quitter ce prestataire. La volonté politique a changé au cours des 3 ou 4 dernières années. Avec le nouveau gouvernement américain, il existe une volonté politique claire dans les cantons et au niveau fédéral de se défaire du verrouillage avec des fournisseurs comme Microsoft. C'est pourquoi des villes comme Zurich, par exemple, comment passer OpenDesk, version open source. Reste que le géant de l'informatique sera difficile à déloger. Ce début d'année, l'administration fédérale annonçait une prolongation de ses licences Microsoft pour un coût total de 150 millions de francs sur 3 ans. On va découvrir maintenant nos risques et périls, une stèle maudite sur laquelle est écrit qu'elle dessèche la semence de celui qui s'en empare. Ça n'a pas effrayé les fonctionnaires de l'Office fédéral de la culture qui ont confisqué cette stèle et travaillent à la rendre à la Syrie, où elle a été pillée il y a plus de 25 ans. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Mathilde Salamin et Martial Gérardin. Taillée il y a près de 3000 ans. On dit d'elle qu'elle serait maudite. Pour comprendre son histoire, il faut savoir la déchiffrer. Et que celui qui déplace cette pierre, qui la sort du temple, que sa semence se dessèche et qu'il soit privé d'hérédité jusqu'à la fin des temps. Sur cette stèle, un roi assyrien qui rend hommage au dieu Salmani. On le sait grâce à l'inscription de 20 lignes qui se trouve ici, qui dit le nom du roi, c'est Adad-Nerari III, qui a régné entre 810 et 783 avant Jésus-Christ. Il y a 26 ans, la stèle est pillée, arrachée à sa terre natale. Voilà le site de Tel Sheikh Ahmad, d'où provient la stèle. Elle traverse la Méditerranée jusqu'à son arrivée en Suisse. Son propriétaire est un marchand d'art genevois. Mais il y a 10 ans, une procédure pénale est ouverte. Cet avocat
avocat représentait l'État syrien qui comptait bien récupérer la stèle. Le possesseur indiquait qu'il avait hérité la stèle de son père et qu'elle avait été amenée ici depuis fort longtemps et qu'elle était à Genève, dans son jardin, à côté du barbecue. Mais une analyse approfondie de la stèle donne tort à cette version de l'histoire. L'affaire monte jusqu'au tribunal fédéral. Il confirme la thèse du pillage. Cette semaine, la stèle arrive à l'Office fédéral de la culture. Un transport minutieux pour un monument d'exception. Les grands musées mondiaux n'en ont que très peu. Il n'y en a que 4 au British Museum, 2 à Berlin. Et en Syrie, ce document-là est de première importance. Rapatrier la stèle, c'est l'objectif de l'Office fédéral de la culture. Actuellement, on est en train de clarifier avec les autorités syriennes, avec la représentation ici en Suisse, si le retour est possible. Un retour prochain de cette moitié de stèle. En examinant la tranche de la pierre, on se rend compte que la cassure est ancienne. Car sa partie haute, trouvée en 1870 lors d'une fouille considérée, elle, comme légale, est conservée au British Museum. Certains espèrent voir un jour l'intégralité de la stèle réunie, le temps d'une exposition en Suisse ou en Syrie. C'est la journée de solidarité de la chaîne du bonheur et notre opération Cœur à Cœur qui parcourt Suisse romande cette semaine quotidienne. Vos dons au 0800 87 07 07 ou sur cœurrts.ch. L'opération est dédiée aux enfants victimes de violences en Suisse. Et on va voir cet exemple au Liban avec David Ebadji et Inès Moubachir. La vallée de la Beka, à l'est de Beyrouth, où se trouve l'un des plus grands camps de réfugiés du Liban. Beaucoup d'enfants qui vivent ici n'ont pas accès à l'école publique. L'organisation Salem en accueille près de 300. J'étudie l'anglais et les maths. L'anglais, les mathématiques et l'arabe pour rien J'apprends à écrire et à lire. Le camp abrite principalement des enfants de Syrie ou de Palestine. Les Syriens représentent 1 million de réfugiés au Liban, dont 500 000 mineurs. Les enfants viennent chez nous parce qu'ils se sentent en sécurité. La plupart d'entre eux ne peuvent pas aller à l'école publique parce qu'ils n'ont pas les moyens, les papiers ou ne peuvent pas s'y rendre avec les transports en commun. Dans un autre camp à proximité, l'organisation suisse MEDER propose des activités ludiques et artistiques. Le but, le dialogue, mais aussi offrir un soutien psychosocial. Ici, nous sommes bien traités. Nous apprenons des valeurs. Des activités qui aident les enfants. En général, les activités sont ouvertes à tous. Nous parlons de guerre, de déracinement de sa propre terre, et tout cela dans une phase difficile et émotionnelle, comme l'adolescence. Alors que les financements étrangers pour l'aide humanitaire diminuent et que les politiciens libanais poussent au retour des réfugiés syriens, ces infrastructures offrent à ces enfants un semblant de quotidien. Et c'est une journée de récolte de fonds. On vous retrouve Jean-Marc Richard à la salle pour le standard de Cœur à Cœur 0800 87 07 07. Est-ce que ça mord? Ben oui, absolument. 2,2 millions, 2 248 425 francs. C'est remarquable. Alors, il y a le volet international et le volet suisse, en rappelant qu'il y a plus de 50 000 enfants en Suisse qui souffrent de maltraitance, de violence, d'abus, de négligence. Ici, au standard, l'effervescence, avec l'envie de dire plus jamais ça, l'envie de dire notre solidarité au niveau suisse, bien sûr, et Roman en particulier avec ce numéro de téléphone 0800 87 07 07. Comme je suis bilingue, je vais le faire aussi comme ça. 0800 87 07 07. Effectivement, vous êtes en territoire 80. Merci beaucoup Jean-Marc. Cœurrts.ch sur internet, et puis aussi le QR code. Vous pouvez vous approcher pour le prendre en photo, pourquoi pas sur votre écran. Le voilà. Je vous laisse une seconde. Ne renversez pas tout sur la table basse du salon. Pour ça, j'imagine que au pire, vous pouvez toujours appeler 0887 07 07. On va plonger maintenant dans les eaux froides du Léman, où a lieu ce week-end la traditionnelle Coupe de Noël. Les courageux ou les téméraires seront rejoints cette année par 2 athlètes, les médaillés olympiques Jérémy Desplanches et Charlotte Bonnet. Reportage au Bain des Paquis à Genève, Fabrice Jaton, Odile Fayu, Pascal Turner. Oui, le Léman est passé juste sous les 9 degrés. L'initiation de Jérémy Desplanches et Charlotte Bonnet se fait donc dans une eau froide, sans être glacée. Les deux champions, pas mal, depuis 2 ans, pas mal, de la traditionnelle Coupe de Noël, à la fois compétition et événement populaire. Elle rassemble depuis 1934 nageurs et nageuses de Noël.
Ekström. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce soir, 100 000 milliards d'écoles dites à la louche. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait un petit nombre, mais quand on pense qu'on en voit 6 000 à l'œil nu, c'est déjà une belle estimation. En fait, donc c'est ce qu'on peut estimer dans l'univers qu'on observe, l'univers visible. Mais évidemment, on sait qu'on ne voit pas tout l'univers. Donc on ne peut estimer que par rapport à ce qu'on voit. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas infiniment plus. Fascinant les étoiles. Mais votre vie aussi est fascinante, Sylvia Ekström. Vous étiez sage-femme, et puis tout à coup, à 33 ans, études d'astrophysique. Qu'est-ce qui vous a tout à coup poussé là-dedans? J'ai reçu une comète sur la tête. C'est ça. J'ai reçu la comète Hale-Bopp sur la tête. En fait, j'ai découvert l'astronomie à un moment où je me remettais un peu en question quant à ma pratique professionnelle. Et j'ai eu de la chance, beaucoup de soutien, et voilà, on s'est lancé. Beaucoup de talent, professeur d'astrophysique aujourd'hui à l'université de Genève. Mais c'est un peu une déformation professionnelle de votre premier métier de dire que c'est des mamans cosmiques, c'est des étoiles. On dit souvent qu'on est fait d'étoiles. Il y a du vrai. Oui, absolument. Et puis je garde une tendresse pour les mamans terrestres, et donc c'était logique que je m'intéresse aux mamans cosmiques. Oui, les étoiles, comme le disait le petit sujet, c'est nos mamans dans le sens qu'elles ont fabriqué tous les éléments qui nous constituent, qui constituent cette magnifique planète et ces magnifiques êtres vivants qui l'habitent. Donc oui, ce sont nos mamans. Ce qu'on voit là, c'est une étoile en formation ou pas? C'est une zone de formation stellaire, on voit un amas jeune d'étoiles qui s'est formé, et puis on voit le gaz autour qui est resté encore présent, qui n'est pas encore complètement évaporé, et ça fait ces structures un peu... Appelez mamie. Parce que la radiation passe à travers et les chasse un peu. Parlez d'un cocon, des étoiles dans des cocons dans votre livre. Oui, absolument. Les étoiles, elles se forment après la contraction d'un gros nuage, et le nuage s'évapore progressivement en fait. Et donc les étoiles restent dans un cocon, elles naissent dans un cocon, et puis petit à petit elles en sortent et elles commencent à briller pour nous. Vous racontez aussi comment on a découvert en fait une nouvelle étoile 87. Ouais. Sans transition, c'est la ligne de cœur, je vous le rappelle si vous nous écoutez, et ça me fait bien plaisir que vous soyez là. Bonsoir JC. Bonsoir, comment tu vas? Toi, comment ça va? Nous allons. Alors évidemment, quand vous voyez le personnage en comique, en bobé, alors je me demandais, mais bon sang, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette émission de ligne de cœur, comment ça va être? Parce que voilà, quoi, moi j'avais cette image de lui, que je pensais qu'il était comme ça. Pascal n'a pas été la seule à douter de Jean-Marc en animateur de la ligne de cœur. Il faut dire que l'image qu'il véhiculait alors était tout autre, celle d'un animateur de jeu et d'émissions de divertissement un peu extraverti. Je l'avais préparé, mais c'est quand même assez impressionnant. Il pèse combien? Alors, 3 kilos chaque sein, donc ça fait 6 kilos. Mesdames, messieurs, Il y déployait alors une énergie hors du commun. un petit peu plus. Je parle 100 000. Il y a eu très vite des réactions. Il y a des gens qui ont fait vraiment pratiquement une grève dans l'entrée de la radio, et en disant qu'est-ce que cet animateur de jeux débile va faire dans une émission comme ça, il va crier. Mon côté clown, je l'ai aussi un peu dans le kiosque à musique encore, mais c'est aussi dans ma nature. En fait, je force pas trop. Quand j'animais les jeux, c'était un personnage, mais c'était assez dans ma nature d'avoir la pêche, l'énergie, d'aller chercher les gens comme ça. Ma véritable voix, c'est pas la voix du kiosque à musique. Bienvenue à toutes et à tous, on est heureux d'être avec vous. Non, ça c'est une voix qui est celle d'une dynamique. C'est-à-dire que ça me correspond aussi, mais c'est une dynamique. Pascal a finalement adopté la ligne de cœur façon Jean-Marc. De son propre aveu, elle est même devenue accro. C'est devenu, ça va te dire ça, mais une drogue pour moi. C'est clair que le week-end, surtout le soir, évidemment, j'ai des coups de blues. Parce que je regarde ma montre, je dis, ah bientôt, ah mais samedi, il n'y a pas la ligne. Donc c'est vrai que c'est comme un truc vital en fait, cette ligne pour moi. À 10h, à minuit, c'est la ligne, et le samedi, dimanche, ben, je ressens de la tristesse quelque part. Pour Pascal, comme pour beaucoup d'auditeurs, la ligne de cœur est devenue une caisse de résonance, un révélateur des souffrances de la population romande. Une population qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Vous vivez avec peu d'argent. Oui, je suis très économe. Je fais des merveilles de repas avec une viande à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire?
économe, c'est-à-dire que vous faites attention à tout. Ça, ça me bouleverse sur le moment, mais ça me révolte. Je ne vais pas le dire à l'antenne, mais ça me révolte. On arrive à 77 ans et on doit acheter la viande à 50%. Et puis, quand on a 100 francs, on peut s'acheter une petite robe. Franchement. La révolte de Jean-Marc ne vient pas de nulle part. Le sort des personnes fragiles et la précarité l'ont toujours préoccupé. Il en parle peu, mais lui-même a grandi dans un milieu populaire et tutoyé la marge et l'addiction, très jeune, à 15 ans. Il devient très vite le porte-parole des sans-voix au cœur des années 80 et du mouvement contestataire Lausanne Bouge. Moi j'ai plongé, j'avais 15 ans, j'ai plongé pendant quelques mois, j'étais croché à l'héroïne, je pensais ne jamais m'en sortir. Il y a des gens qui en Suisse pensent qu'il n'y a que des gens riches. Il y a ceux qui ne connaissent même pas le prix d'un blanc, mais il y a ceux qui manquent même de quoi manger. Aller à la rencontre des gens, c'est ce qui le guide. Et pour cela, il sort régulièrement des studios pour animer des émissions dans les lieux qui accueillent des personnes précarisées. Par contre, c'est pas toi qui as fait à manger, tu pourras juger de la qualité. Comme ici à la Coulou, un hébergement d'urgence à Genève. Une autre manière pour l'animateur de s'immerger dans la réalité d'une population peu visible. Ouais, au départ, quand on a repris la ligne avec Daniel, en fait, le pourcentage de gens qui s'exprimaient sur leur précarité, c'était peut-être 10%. Et on a eu une période jusqu'au Covid qui dépassait les 50%. Puis, peut-être parce qu'il y a eu pas mal d'aides pendant le Covid, c'est reparti à la baisse. Maintenant, ça revient fort aussi. Je pense que c'est extrêmement et encore présente, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est enfant et neuroatypique? On apprend qu'il faut rester tranquille, qu'il faut se taire, qu'il faut rentrer dans la boîte. On apprend que si on est turbulent, on va être puni, on va être rejeté. Et J'ai été battu par mon père, qui était alcoolique, par ma mère et par l'ami de ma mère. Et puis il y avait beaucoup de violence ordinaire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que veut dire de violence ordinaire, puisque quand on parle de violence ordinaire, tout d'un coup, ils disent on n'aura plus jamais le droit de donner une baffe à un enfant. Non, la violence ordinaire, c'est la baffe tous les jours. C'est la petite baffe pour rien à tout moment. Car en plus de la brutalité du cercle familial, Hakim a souffert de harcèlement scolaire. C'est quoi le pire qu'un enfant puisse vivre et que j'ai vécu? C'est cette liberté d'expression pour laquelle je me bats, et c'est juste le respect qu'on doit aux gens de ce pays. Dans quelques jours, Jean-Marc Richard va prendre sa retraite. Il va quitter la ligne de cœur, céder sa place à la journaliste Émilie Gasque. Il laisse en héritage une communauté soudée d'auditeurs à la parole libre et sincère. Une parole précieuse. Je pense que pour certaines personnes, c'est une manière de faire société par les ondes. Je trouve très beau cette image.